Bonjour. Cet après-midi, je vais vous parler d'une émission que j'ai regardée sur France 2 qui s'appelle Secret d'Histoire avec Stéphane Bern. Il y a une semaine environ, il a consacré une émission à Nicolas II. Alors, pour quelle raison est-ce intéressant de parler de Nicolas II en ce moment? Eh bien parce que Nicolas II est le dernier tsar de Russie qui a été assassiné avant la Révolution. Et il se trouve qu'aujourd'hui, dans la politique de Vladimir Poutine, dans l'attitude qu'il a vis-à-vis de l'Ukraine, par exemple, et par rapport à la politique qu'il a vis-à-vis du peuple russe, il se revendique, lui, même s'il ne le dit pas, il se revendique, lui, comme étant, d'une certaine façon, une forme de successeur de Nicolas II. Alors, en fait, j'ai beaucoup de choses à dire et il faut reconnaître que c'est quand même assez complexe parce que, évidemment, ce qui est tout à fait normal, c'est que c'est vrai que quand un chef d'État, surtout d'un pays aussi important que la Russie, doit faire avec, un chef d'État, je veux dire, doit faire avec l'histoire de son pays, ce qui est tout à fait normal. Le problème de Vladimir Poutine, c'est qu'il a tendance à regarder un peu trop quand même du côté de l'histoire. Alors notamment puisqu'il veut faire référence à l'histoire de la royauté russe, hein, c'est-à-dire du tsarisme, d'une certaine façon, je ne sais pas si on dit comme ça, mais enfin, des tsars, on va dire. Il se trouve que le père de Nicolas II, qui était Alexandre III, visiblement était plus novateur et plus attentif à son peuple que ne l'était Nicolas II, quand même, hein, d'après ce que j'ai compris. C'est pas parce qu'on est tsar qu'on est forcément toujours au top et au courant du besoin de son peuple. Donc ça, déjà, c'est une chose à bien assimiler, je pense. Ensuite, j'ai quand même noté aussi l'intervention, le rôle non négligeable de deux personnages dans cette époque-là de la Russie pré-révolution, qui sont Félix Yusupov, et puis évidemment Raspoutine. Bon alors, au sujet de Félix Yusupov, il était l'amant, enfin il avait des liaisons homosexuelles, etc. Enfin bref, il avait une réputation très sulfureuse. Alors je ne me permettrai pas personnellement de commenter ce genre de caractéristiques si aujourd'hui les homosexuels n'étaient pas persécutés en Russie, évidemment. C'est-à-dire qu'on ne peut pas d'un côté prendre pour référence l'époque pré-révolution, donc où il y avait les tsars, n'en prendre que ce qui intéresse et puis ce qui n'intéresse pas, parce que ce monsieur-là qui était soi-disant, enfin qui était paraît-il homosexuel, l'amant d'Oscar Wilde ou quelque chose comme ça, c'est quand même lui qui a participé au fait d'assassiner Raspoutine, d'accord ? Donc c'est quand même un sacré méli-mélo, hein, votre truc là. Alors moi j'aimerais bien quand même que Vladimir Poutine envisage de grandir un peu et de prendre ses distances par rapport à ça. Moi je trouve extraordinaire que la Russie ait effectivement une histoire aussi riche, d'autant plus que c'est autant de patrimoine architectural, etc., qui est vraiment intéressant, effectivement, qui peut être mis en valeur sur le plan touristique et tout, mais quand même, faut arriver. Je veux dire, la Russie d'aujourd'hui n'est pas la Russie du siècle il y a 120 ans, quoi, hein, parce que c'est même pas le siècle d'avant, c'est le siècle d'avant encore. Je veux dire, à un moment, il faut arriver à faire autre chose que de regarder dans le rétroviseur. Hein. Bon, et puis, alors effectivement, maintenant, je vais aborder un sujet un peu plus délicat, qui est que Monsieur Vladimir Poutine doit savoir effectivement à quel point j'accorde de l'importance à la musicalité des sons. D'accord ? Et il n'aura échappé à personne que dans le mot Raspoutine, il y a le mot Poutine. Ce qui est pour le moins interpellant quand même, hein.
quand on veut prétendre faire la chasse aux homosexuels et donner des leçons de moralité pour avoir une sexualité droite, etc., alors qu'en fait on confond gentiment homosexualité et pédophilie, ce genre de choses, c'est quand même extrêmement grave. Je veux dire, si on veut jouer les moralisateurs, on s'arrange pour tenir la route, hein, déjà dans un premier temps. Ça, c'est la première chose. Maintenant, par rapport à cette musicalité du son, là, hein, moi je vais vous dire franchement, c'est vrai que la musicalité des sons, la sonorité des mots a dans mon histoire et dans le rôle que je suis amenée à jouer un rôle très important. Mais il ne faut pas non plus en faire une obsession. Hein. Je veux dire, pour moi, c'est aussi de la rigolade quelquefois. Je vais vous donner un exemple tout bête. Hein. L'homme qui m'a violée quand j'étais petite fille s'appelait Jacques. D'accord ? Alors, si on part de cette histoire de musicalité des noms, tous les Jacques que je croise dans ma vie doivent être des imbéciles, des sadiques, des pédophiles, des violeurs, des... Attendez, on va où là, hein? Dans la famille artistique, il y a plusieurs Jacques que je considère quasiment comme mes pères artistiques d'une certaine façon. Bon, je pense évidemment à Jacques Higelin et à Jacques Dutronc. Et puis bon, voilà, ils portent le même prénom que l'homme qui m'a violée quand j'étais petite, et on va pas s'arrêter à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, votre Poutine Raspoutine, vous y prêtez pas. Je suis la première à poser le doigt sur ce truc-là, mais je suis quasiment certaine que dans l'esprit de Vladimir Poutine, c'est quelque chose qui l'obsède plus ou moins. Donc maintenant, mettez ça de côté, hein, de grâce. Hein. Les choses sont assez compliquées comme ça, sans aller les noircir davantage. Bon, ensuite, dans le fait que Vladimir Poutine soit autant attaché à la Crimée, et qu'il utilise la Crimée pour faire une forme de chantage vis-à-vis de l'Europe. Dans cette émission, il est expliqué une chose que j'ai chopée vite fait au recoin d'une phrase, c'est que Alexandre III est mort et a été inhumé en Crimée. Alors, je ne sais pas si son corps y est toujours ou s'il a été ramené sur le sol russe, mais s'il a encore, de façon consciente ou inconsciente, la Crimée se retrouve dans cette situation-là aujourd'hui à cause de ça, il est parfaitement envisageable. Bon, déjà, moi j'ai déjà expliqué qu'il était absolument hors de question de nier sur le plan culturel, le rôle que la Russie a toujours joué, que ce soit en Ukraine ou que ce soit en Crimée en particulier. Je veux dire, culturellement, la Russie aura toujours sa place en Ukraine et en Crimée. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Et si jamais la Crimée est effectivement, s'il y a dans cet attachement ce fait historique a autant d'importance que ça, il est parfaitement envisageable, par exemple, de faire une forme de cérémonie ou de mémorial ou de marquer le coup sur le plan culturel. C'est une chose qui est parfaitement envisageable. Il n'est absolument pas question de nier en quoi que ce soit la culture russe au sein de l'Ukraine. Mais la culture, j'ai dit ce matin dans une autre vidéo que ce qui faisait l'identité d'un peuple, c'était précisément sa culture, ses arts, ses écrivains, sa littérature, sa poésie, etc., etc., etc. Donc la Russie fait partie de ça. Ce qui démontre bien par A plus B qu'il est absolument inutile d'aller sortir les chars. Voilà, il n'est pas question de nier cette histoire. Mais la Russie n'a pas à se substituer au gouvernement provisoire qui est actuellement en Ukraine. Voilà. Bon, sinon, l'excellente nouvelle, il y a une excellente nouvelle, c'est que Gérard Depardieu est donc allé tourner le film de Raspoutine là-bas, et que ça a l'air d'être un excellent film que j'ai personnellement absolument hâte de voir, avec Fanny Ardant, qui joue le rôle de l'épouse de Nicolas II. Et donc je vous recommande, moi, d'aller voir cette émission là, parce que c'est vraiment très très intéressant. Secret d'histoire sur France 2.